Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Voici le programme. Notre grand débat autour de cette annonce polémique de Jean-Michel Blanquer. La suppression de 1800 postes dans l'éducation nationale l'année prochaine. Faire travailler plus les profs pour qu'ils gagnent plus, c'est l'idée. Un vrai choix politique, nous dit le ministre, qui s'accompagne d'une enveloppe supplémentaire de plus de 800 millions d'euros. La méthode est-elle la bonne? Ce virage pourrait-il coûter cher à un ministre jusqu'ici plutôt bien perçu? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel-Aguirre à Pierre Dumazeau. Je traverse la rue, je vous en trouve du travail. C'est la dernière sortie polémique d'Emmanuel Macron. Il s'adressait à un horticulteur au chômage. Le chef de l'État fait-il décidément preuve de mépris sur les questions sociales? Nous en débattrons avec nos spécialistes. Mais l'actualité, c'est aussi ce boycott des sénateurs La République En Marche en vue de l'audition d'Alexandre Benalla, mercredi prochain, ici même au Sénat. Ils sont membres de la commission des lois. Ils ne voient pas l'intérêt d'un tel témoignage. Pour en parler ce soir, nous recevons la journaliste politique Caroline Vigoureux. Avant d'avoir son analyse, la mise au point d'Aurélien Romano. Il y avait déjà eu mardi le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Gérard Larcher afin de lui rappeler les limites du rôle des sénateurs. La charge contre la commission d'enquête a continué vendredi avec Christophe Castaner qui s'interroge sur l'apport du Sénat dans l'établissement de la vérité. Le rôle des sénateurs serait clairement politique pour le chef du parti présidentiel. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Samedi, c'est au tour de la ministre de la Justice de mettre à nouveau en garde sur la séparation des pouvoirs et insister pour que le Sénat reste à sa place. Elle le fait dans une tribune très solennelle au journal Le Monde. Le président de la République et tout ce qui touche à la fonction présidentielle ne saurait faire l'objet d'une commission d'enquête, car cela reviendrait à rendre le chef de l'État responsable devant le Parlement. Et dimanche, les sénateurs du groupe La République En Marche annoncent leur boycott de l'audition d'Alexandre Benalla, prévue ce mercredi. Une décision qui aurait été prise la semaine dernière, d'après le président du groupe François Patriat. Certains sénateurs, pourtant, comme Alain Richard, étaient très impliqués dans les travaux de la commission. Ah, monsieur Richard. À savoir si, à votre connaissance, ou si vous disposiez d'indices faisant supposer qu'il y avait d'autres personnes que M. Benalla qui s'ajoutaient au GSPR, je n'ai pas eu la réponse. En juillet, il est intervenu à presque toutes les auditions. Une décision de boycott, évidemment politique et assumée comme telle, qui vise à jeter le doute sur le réel but de la commission d'enquête dirigée par Philippe Bas. Et avec nous pour l'entretien ce soir, Caroline Vigoureux. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc journaliste politique à l'opinion, spécialiste des questions parlementaires. On vient de le voir, Nicole Belloubet, Benjamin Griveaux, Christophe Castaner, Emmanuel Macron en personne et aujourd'hui des sénateurs La République En Marche qui veulent boycotter cette audition parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Est-ce qu'il faut interpréter tout cela comme un soutien à Alexandre Benalla ? Alors, je ne sais pas si c'est un soutien direct à Alexandre Benalla. En tout cas, il y a une vraie stratégie de l'exécutif qui consiste à décrédibiliser le travail de la commission d'enquête sénatoriale, à dire que de toute façon, ils sont dans une instrumentalisation politique et que donc leurs travaux ne seraient pas légitimes. À côté de ça, les sénateurs eux-mêmes et le président de la commission d'enquête parlementaire, le LR Philippe Bas, lui continue de mener ses auditions. En même temps, c'est les droits du Parlement. Là, une commission d'enquête parlementaire, elle peut être créée et à l'Assemblée et au Sénat. Les sénateurs ont le droit de convoquer qui ils souhaitent. Cette personne est obligée de s'y rendre sous peine d'une amende, voire d'emprisonnement. Quelque part, les sénateurs font leur travail, ils ont le droit de le faire. Alors, à la différence de l'Assemblée, où la commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue en juillet était présidée par La République En Marche, là, elle est présidée par les Républicains. Donc évidemment qu'il y a aussi un peu de politique derrière tout ça, que la droite ne va pas se priver d'auditionner qui elle le souhaite. Alors notre journaliste Amtranu a interrogé tout à l'heure François Patriat, c'est le patron des sénateurs La République En Marche. Écoutez ce qu'il nous dit, il campe sur ses positions. Pour lui, c'est l'Élysée qu'on attaque à travers Benalla. Écoutez. Ce que nous savons, c'est que la commission, en fin de compte, nous avons le sentiment qu'elle se soucie peu d'Alexandre Benalla, qu'elle se soucie plutôt de porter atteinte à la fois au gouvernement et au chef de l'État. Voilà, c'est la raison pour laquelle, sur cette affaire Benalla, les 3 plus proches collaborateurs du chef de l'État ont été entendus, ils ont donné la réponse, ils ont dit la vérité. Maintenant, j'ai le sentiment que nous savons pratiquement tout.
Et il y a un autre responsable politique qui s'interroge. Il n'est pas d'En Marche, il est délégué général d'Agir. C'est l'ancien ministre Frédéric Lefebvre. Il vient d'écrire une tribune dans votre journal, L'Opinion. Voici ce qu'il nous dit. La volte-face de la commission d'enquête sur l'opportunité d'auditionner Alexandre Benalla suscite des interrogations. Philippe Bas pourrait-il prêter serment et jurer que seul l'intérêt général l'anime et qu'en aucun cas il ne cherche à déstabiliser le président de la République dont il est l'opposant affirmé? Il y a quand même des questions qui se posent sur les motivations des sénateurs de la commission, d'après vous? Oui, le questionnement de Frédéric Lefebvre est légitime. En même temps, Philippe Bas, c'est quand même quelqu'un d'assez méticuleux, très respectueux du droit. Vous le connaissez bien, puisque vous êtes journaliste parlementaire. Vous connaissez bien cet univers. Il connaît parfaitement la procédure parlementaire, il connaît parfaitement les conditions d'audition d'une commission d'enquête. Il est assez respectueux du droit. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Jacques Chirac, pour dire que c'est un haut fonctionnaire, qui a un certain sens de l'État, etc. C'est pas pour faire les louanges de Philippe Bas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas animé que par l'envie d'une confrontation politique. D'ailleurs, en juillet, le travail des sénateurs avait été salué, même par les députés de La République En Marche, qui disaient que leurs auditions étaient sérieuses, rigoureuses. Et les sénateurs eux-mêmes ont bien conscience des obstacles qui se posent à eux, celui notamment de ne pas empiéter sur l'information judiciaire en cours, et celui d'être respectueux de la Constitution et donc de contrôler l'action du gouvernement et non de l'Élysée. Donc effectivement, ils ont des vrais obstacles qui se posent face à eux. Ils vont devoir faire très attention dans les questions qu'ils posent à bien respecter ces deux barrières. C'est ce qu'a rappelé Nicole Belloubet dans sa tribune au Monde. À eux maintenant de nous démontrer mercredi qu'ils sont respectueux et du droit et de la procédure et qu'ils ne sont pas là que pour offrir au public une confrontation politique et une mise à mal d'Alexandre Benalla. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est vrai que la principale opposition à Emmanuel Macron, finalement, c'est cette droite sénatoriale. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vu qu'à l'Assemblée, la commission d'enquête était présidée par La République En Marche. Bon, ça avait donné lieu à des débats complètement chaotiques entre l'opposition et la majorité. Là, alors, et je ne dis pas qu'il n'y a aucun jeu politique derrière, évidemment qu'il y en a, mais on pourrait difficilement reprocher à la droite sénatoriale de ne pas aller au bout de ses auditions. Elle a déjà auditionné 22 personnes. Alexandre Benalla sera le 23e auditionné. Philippe Bas nous disait qu'il voulait le faire exactement dans les mêmes conditions que les autres. Il y a d'ailleurs déjà eu un mis en examen qui a été auditionné sans que ça pose problème. Et Jérôme Cahuzac, dans un autre temps, avait été auditionné alors qu'il y avait une information judiciaire qu'il était mis en examen sans que ça pose problème. Donc tout cela peut avoir lieu. C'est aux sénateurs d'être très vigilants sur le contenu et la nature de leurs questions posées à Alexandre Benalla. Et ce soutien collectif à Alexandre Benalla étonne pas mal de monde. Certains commencent à se demander si cela cache quelque chose. C'est le cas en tout cas de Benoît Hamon, qui était l'invité de France Inter ce matin. On l'écoute et on en parle après. La question que je me suis posée, c'est que redoute-t-il tellement pour vouloir que M. Benalla ne soit pas entendu par la commission d'enquête sénatoriale? Qu'est-ce qu'il redoute dans ce qu'il pourrait dire? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a une fébrilité qui montre déjà une certaine conception de la séparation des pouvoirs qui pose problème. Il y a aujourd'hui des prérogatives parlementaires qui doivent être respectées. Et on ne peut pas vouloir une démocratie continue et plus équilibrée et mépriser le Parlement dans son rôle de contrôle de l'exécutif. C'est aussi un peu le problème de cette affaire, c'est qu'elle a tendance à alimenter presque des théories complotistes, et y compris chez les responsables politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde finit par se demander, mais qu'est-ce que ça cache ? Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant et voire contre-productif dans la stratégie de l'exécutif. On a Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui nous dit que c'est pas normal, puis Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron qui appelle Gérard Larcher. Et à chaque fois, ça remet une pièce dans la machine, si je puis dire, du psychodrame de l'affaire Benalla. Et l'exécutif lui-même dit on veut tourner la page, on veut passer à autre chose. Peut-être que la meilleure manière de ne pas alimenter la chronique, c'est de laisser les sénateurs faire leur travail de leur côté et de les laisser travailler tranquillement, si je puis dire. À chaque intervention d'un ministre pour dire que c'est pas normal, ça réalimente l'affaire. Il y a eu les propos d'Alexandre Benalla lui-même qui étaient assez violents, insultants contre le Sénat. Donc c'est vrai que tout ça est assez contre-productif. Et ce qui est étonnant, c'est que Benoît Hamon tient exactement les mêmes propos que les sénateurs LR, et qui me disaient aussi, à force de nous dire arrêtez, il n'y a rien à
avoir, on ne peut plus y croire et on se dit qu'il y a forcément quelque chose. Il emploie le mot de fébrilité, d'ailleurs, Benoît Hamon. Vous êtes d'accord avec ce terme? On sent un exécutif et peut-être tout un groupe En Marche un peu fébrile. Ce qui est vrai, c'est qu'on a rarement vu une succession de réactions aussi, je dirais pas violentes, mais très déterminées. On sent que l'exécutif ne veut rien lâcher là-dessus. Et forcément, quand il y a une succession de réactions de ministres jusqu'à l'Élysée, on peut se dire qu'il y a un vent de panique, qu'en tout cas l'Élysée ne l'entend pas de cette oreille. Donc c'est vrai que c'est forcément un peu contre-productif. Et on a entendu Jean-Luc Mélenchon parler d'une escalade sans précédent, d'un bras de fer jamais vu entre cet exécutif et le Sénat. De mémoire de journaliste parlementaire, on n'a jamais vu ça? Non, effectivement, ça me dit rien du tout. Après, il y a des choses différentes. Par exemple, on dit que c'est du jamais vu que Gérard Larcher ait appelé Emmanuel Macron qu'au nom de la séparation des pouvoirs. C'est très choquant. Les deux hommes se parlent très régulièrement au téléphone. Donc, ils ont dû évoquer le cas de l'affaire Benalla, comme ils évoquent bien d'autres choses. Mais c'est vrai qu'un bras de fer sur la place publique avec des mots si lourds de part et d'autre, c'est exceptionnel. Et c'est peut-être la présidence Macron qui provoque cela, justement, en s'attaquant un petit peu au Parlement, au travers aussi d'une prochaine réforme des institutions? C'est vrai que tout ça se fait dans un contexte assez particulier, celui de la révision constitutionnelle, où l'exécutif aura besoin du soutien de la droite sénatoriale. Là, c'est la droite sénatoriale qui a les cartes en main sur l'affaire Benalla. Donc, disons que tout ça se fait dans un contexte politiquement électrique et qui facilite en rien l'apaisement des débats autour de cette affaire. Et qu'on continue de suivre, évidemment, sur Public Sénat, puisqu'Alexandre Benalla sera ici même au Sénat mercredi matin et on diffusera son audition en direct sur notre antenne. Merci. Caroline Vigoureux d'avoir été notre invitée. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Caroline Michel-Aguirre à Pierre Dumazeau. On va revenir sur cette petite phrase présidentielle qui ne passe pas du tout. Du travail, je traverse la rue, je vous en trouve. Qu'est-ce que cette phrase dit d'Emmanuel Macron et de sa politique? On en parle avec nos invités juste après ce sujet de Samia Dechir. La vidéo a tourné tout le week-end sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune horticulteur interpeller le président car il ne trouve pas de travail. Réponse d'Emmanuel Macron: l'hôtellerie et la restauration recrutent, il suffirait de postuler. Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ces propos ont suscité des réactions indignées chez les internautes. L'opposition dénonce un mépris de classe envers les chômeurs. Macron invite 6 millions de personnes à traverser la rue pour avoir du boulot. Pour lui, les chômeurs sont coupables de leur chômage. Où vit cet homme qui a jamais insulté plus odieusement les Français en difficulté? Pour tenter de dégonfler la polémique, le gouvernement est monté au créneau en vantant le franc-parler présidentiel. Qu'est-ce qui se serait passé avec peut-être un autre homme politique ou les trois quarts des hommes politiques que l'on connaît devant les caméras ou devant les téléphones qui filmaient? Il aurait dit donnez-moi votre CV, je vous rappelle, il aurait pris le petit papier, il aurait plié en 4, il l'aurait mis dans la poche, puis on n'en aurait pas entendu parler. L'an dernier, Emmanuel Macron avait déjà provoqué un tollé en opposant ceux qui réussissent aux gens qui ne sont rien. Ce nouvel épisode ne devrait pas arranger l'image d'un président déjà au plus bas dans les sondages. Avec nous pour ce match des idées, Caroline Michel-Aguirre. Bonsoir, ravie de vous retrouver Caroline, journaliste au service Affaires de l'Obs. Et Pierre Dumazeau, bonsoir et bienvenue également, directeur de la rédaction La Lettre de l'expansion du travail. Je traverse la rue, je vous en trouve. Que vous inspire cette phrase? Est-ce que, Caroline, c'est un dérapage contrôlé, incontrôlé? Comment expliquer cela? Oh non, c'est très exactement ce qu'il pense. Il y a chez Emmanuel Macron un libéralisme qui s'assume et l'idée qu'il faut, d'une certaine manière, que le salarié soit mobile pour satisfaire, s'adapter aux besoins du marché. Ça s'est développé dans plein de pays à l'étranger. En Allemagne, ça s'appelle les mini-jobs. Ça existe en Angleterre aussi. Et donc on ne travaille pas pour s'épanouir, on rend service presque à l'économie nationale, quoi. Non, c'est pas de rendre service, mais c'est l'idée que c'est le patron qui crée l'emploi. Donc on doit faire, enfin l'ensemble de la société s'adapte aux besoins du patron. Tout ce qu'il a fait depuis le début dans sa politique économique, il y a cette idée-là. C'est le laisser-aller, c'est le libre-échange, quoi. Il n'y a
aucune vision de politique industrielle, aucune vision d'intervention. Je veux dire, je ne porte pas un jugement, je constate. On peut se souvenir de sa phrase fameuse qui, pour moi, explique toute sa vision de la politique économique. Quand Arnaud Montebourg, ça date un peu à l'époque de Florange, vient lui proposer de nationaliser Florange et qui répond « on n'est pas au Venezuela ». Voilà, on n'est pas au Venezuela. Le salarié est là pour s'adapter et se former aux besoins qui s'expriment sur le marché du travail, sur lequel l'État, par principe macronien, n'a pas de prise. C'est ça qu'il dit. Pierre Dumazeau, c'est aussi votre vision des choses. Pour vous, c'est pas un dérapage du tout, c'est pas du tout incontrôlé, c'est exactement ce qu'il pense, c'est du Macron pur. Moi, je pense que c'est du Macron pur, sans filtre. Et d'ailleurs, il ne réfléchit pas quand il dit cette phrase. Elle est sortie comme ça. Et c'est évidemment une vision toute macronienne du monde du travail. Et par macronienne, on peut remplacer ce mot par libéral. C'est la pure définition du libéralisme, c'est-à-dire s'adapter au travail que propose le patron. Et effectivement, lui, il est horticulteur, mais Emmanuel Macron dit si un travail de serveur au bout de la rue, tu y vas et tu vois ce que ça donne. Tu veux un travail, j'ai du travail. Sauf que, évidemment, si tout marchait comme ça, ce serait beaucoup mieux et on peut y voir mille choses. Mais pour cette personne qui a fait des études d'horticulture, cette phrase peut être reçue comme d'une violence incroyable, mais c'est un principe du libéralisme. Il n'y a pas une stratégie politique derrière que de vouloir séduire à nouveau l'électorat de droite, par exemple, parce que c'est aussi un discours qu'on entend plutôt à droite? Il me semble qu'il était plutôt dans une séquence à gauche, pour le coup. Oui, ces derniers jours. Voilà, le plan pauvreté était vraiment dans cette idée-là. Il y avait cette espèce d'ersatz de revenu universel qui était censé, je pense, couper l'herbe sous le pied de ce qui restait de Benoît Hamon. Donc, puis je trouve qu'on en a fait beaucoup, mais sur la forme, on l'a connu beaucoup plus agressif. Là, il est un brin paternaliste. Je pense qu'il est même, quelque part, il pense lui rendre service à notre jeune agriculteur, horticulteur par exemple, qui est quand même dans l'embarras, il cherche du travail, il est au RSA, et je veux dire, on sortirait presque de l'empathie chez Emmanuel Macron qui lui dit, mais mon gars, va faire serveur et adapte-toi aux contraintes horaires. Oui, et puis dans ce qu'il dit dans le reste de la phrase d'Emmanuel Macron, il n'a pas tort. L'hôtellerie, restauration, ce sont des secteurs qui embauchent factuellement. Le bâtiment, c'est vrai aussi. Et c'est vrai qu'ils cherchent et qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre sur ces secteurs. Le problème, c'est que Emmanuel Macron n'a absolument pas du tout recontextualisé. On est pendant les journées du patrimoine, il y a un jeune horticulteur qui expose sa situation qui est très triste. Et c'est vrai qu'au lieu de lui dire avez-vous regardé dans votre secteur, où habitez-vous, etc. Non, c'est la pensée par les chiffres, vers quelque chose de vraiment numérique, numéraire et totalement déconnecté des réalités. Alors, ce qu'il dit, c'est vrai, factuellement. Dans l'hôtellerie-restauration, on recrute. En face de l'Élysée ou pas loin de l'Élysée, il y a des brasseries, dont je pense certaines recrutent. Donc, factuellement, c'est ça, mais tout est déconnecté. Et Emmanuel Macron n'a pas du tout pris en considération la personne en face de lui. Et je vais vous laisser réagir, Caroline, juste cette réaction de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, Macron invite 6 millions de personnes à traverser la rue pour avoir du boulot. Pour lui, les chômeurs sont coupables de leur chômage. Où vit cet homme qui a jamais insulté plus odieusement les Français en difficulté? Cette idée de on est coupable quand on est chômeur. C'est vrai qu'avec Emmanuel Macron et même dans son plan pauvreté, le chômeur est toujours un peu suspect et c'est donnant-donnant. J'allais réagir exactement là-dessus. Ce qu'il y a de très particulier avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas d'expérience d'élu de terrain. Son parcours personnel, il est passé de la Providence à Henri IV, de Henri IV à l'ENA et de l'ENA à l'Élysée. Et on a parfois, je vais caricaturer, mais on a parfois l'impression, quand on l'entend, d'être dans les couloirs du MEDEF, un jour de grande journée d'été. Les patrons, ils disent ça, mais c'est leur jeu. Chacun est dans son rôle. Ils vous expliquent ça en permanence. Qu'ils voudraient recruter, que de nos jours, plus personne ne veut travailler, que personne ne veut s'adapter aux horaires. Ils sont obligés d'utiliser une main-d'œuvre étrangère. Et que l'administration est trop tatillonne et qu'il y a trop d'impôts. Enfin, quand vous mettez ça en langage technocratique, eh ben, ça donne un peu la politique de Macron. Emmanuel Macron et La République En Marche qui commencent à pâtir sérieusement de toutes ces polémiques. L'info du week-end, c'est quand même le départ d'une députée La République En Marche, Frédérique Dumas, claque la porte du parti présidentiel pour rejoindre l'UDI. Elle dit souhaiter la réussite du chef de l'État, mais son diagnostic est sévère. 2 passages marquants dans cette interview aux Parisiens. Si on met la transformation aux mains de technocrates hors sol, voire cyniques, cela ne peut pas fonctionner. Certaines décisions se réduisent à des coupes budgétaires. Il n'y a pas d'ambition,
pas de sens. Autre passage fort, travailler dans l'espoir d'être écouté, voire entendu, faire bouger les lignes est tout simplement impossible avec l'exécutif et compliqué avec le groupe. Même donner un avis est vu comme une fronde s'il n'est pas conforme. Rien de grave, à en croire François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Écoutez. J'ai l'impression que là, c'est une démarche individuelle. Elle explique d'ailleurs que c'est à la suite aussi d'un rapport qu'elle avait fait. Sur l'audiovisuel public. Voilà, dont elle n'avait pas forcément l'impression que les conclusions étaient reprises, etc. Bon, ça arrive dans la vie politique. Frustration personnelle, vous dites. Quand on a un rassemblement large, ce qui était le cas d'En Marche, et il faut continuer d'ailleurs à garder cet esprit à la fois de rassemblement large, surtout pas de sectarisme. Et moi, en matière d'écologie, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné. Il faut travailler avec tout le monde. On minimise, on dédramatise, c'est une démarche personnelle, un élément de langage ou c'est symptomatique de quelque chose de plus... Trop facile de la part de François de Rugy de plaider la démarche personnelle quand ce qui est dit dans une interview très forte et assez virulente, c'est ce que beaucoup de députés disent en off depuis pas mal de temps. Pas tout le monde évidemment, mais ce n'est pas la seule à se plaindre que de dire qu'il est difficile de faire entendre sa voix dans le groupe majoritaire, que parfois on travaille et que c'est compliqué. Quand elle dit... dans son interview, elle donne des exemples sur la nomination de Richard Ferrand à l'Assemblée nationale, sur plusieurs faits d'armes d'Emmanuel Macron avec lesquels qui rappellent furieusement l'ancien monde. Donc tout ça, c'est des critiques qu'on entend, souvent en off. Elle l'a fait, à visage découvert, mais c'est vrai que c'est l'excuse un petit peu facile de plaider la démarche personnelle. Ça renvoie quand même une image qui est très très négative du Parlement, du groupe parlementaire et du fonctionnement même de l'Assemblée nationale. Donc à mon avis, ces propos-là ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont au contraire un signal d'alarme fort parce que là, il y a une députée qui fait cette démarche. Si la colère monte et que après-demain, ils sont 10, je ne sais pas, ou 3 ou un petit groupe, là, ça va être très très compliqué à justifier. Mais oui, c'est clairement la question qu'on se pose. Est-ce que ça va faire effet boule de neige ? Oui, c'est vraiment inscrire, je pense, cette interview est à inscrire dans un moment très particulier dans la vie du groupe politique des marcheurs, qui est celle de la future désignation de leur chef de groupe. Demain. On sent que depuis un an, ils ont appris, ils ont tout accepté au début, mais c'était normal. Ils ne connaissaient pas, ils ont accepté Richard Ferrand, on a bien compris qu'il n'avait pas fait l'unanimité. Ils l'ont nommé à la tête du Parlement en partie parce qu'on leur a demandé, parce que c'était le candidat du président et que de toute manière les candidats qui avaient cette expérience-là et cette assise politique-là, il n'y en avait pas tellement, donc ils l'ont fait. Mais on sent que là, ils ont envie de prendre la parole, ils ont envie d'exister, ils en ont marre qu'on leur dise exactement, rentre dans le rang et fais ce qu'on te dit. Elle a un mot pour dire on est tout le temps en train d'agiter les frondeurs, qui est vraiment la phobie d'Emmanuel Macron depuis le précédent quinquennat. Et entre être loyaux en tout cas, et en même temps pouvoir exprimer ce qu'ils pensent, ils ne trouvent pas le terrain pour le dire. Alors peut-être qu'il y a en effet des ambitions personnelles contrariées. Elle a quelques mots forts quand elle dit on a l'impression d'être à bord du Titanic, c'est peut-être un peu exagéré, mais au fond du fond, on sent bien que ça monte. D'autant plus qu'ils avaient été choisis pour leur particularité, pour justement ce qu'ils pouvaient apporter de la société civile, avec des interrogations peut-être nouvelles, justement issues d'un nouveau monde, et finalement ils ne peuvent pas les exprimer. Bah oui, c'est tout leur problème. Et effectivement, au début de la mandature, au début quand ils sont rentrés à l'Assemblée, qu'ils ont été élus, ils ont tout accepté. Ils ont appris aussi. Donc c'est voté majoritairement, c'est toi tu parles pas, je sais mieux, etc. Effectivement, au bout d'un an, à un moment donné, ça suffit. Ils sont en train de se professionnaliser peut-être. De se professionnaliser, de prendre leur indépendance aussi. Et puis, pour certains, de se rendre compte qu'ils ne sont pas raccord ou pas en accord avec le quinquennat et le tournant que prend le quinquennat d'Emmanuel Macron, tout simplement. Je pense que si Emmanuel Macron n'était pas dans cette situation-là aujourd'hui, s'il était populaire, si tout allait bien, à l'Assemblée, il y aurait beaucoup moins de voix dissidentes. Là, bon,
il y en a marre. Donc si on regarde bien, ça remonte quand même à juillet aussi, le début des problèmes pour Emmanuel Macron, avec un ministre qui claque la porte en début, et puis là, tout d'un coup, des députés qui, là aussi, font entendre une voix. C'est vrai que c'est important, le contexte politique, et l'affaire Benalla a peut-être joué. Mais je pense que les députés, ils sont comme les électeurs, c'est-à-dire qu'ils ont donné un quitus à Emmanuel Macron pendant un an. Pardon, décidément. Non, c'est ça que je voulais dire. En disant, bon, le en même temps, pourquoi pas. Et au bout d'un moment, en même temps, comment on fait pour être à l'écoute de la société civile et être jupitérien? Comment on fait pour faire plaisir à tout le monde et en même temps décider comme... Voilà, les Français ont bien voulu croire Emmanuel Macron, et je pense les députés aussi. Et à un moment, on est confronté à des contradictions qui apparaissent assez insoluble. Autre démission qui concerne cette fois la mairie de Paris, c'est celle de Bruno Julliard. C'est dans un entretien au Monde que le premier adjoint d'Anne Hidalgo annonce son départ. Et voici comment il justifie sa décision. Depuis plusieurs mois, de vifs désaccords d'orientation et de méthode de gouvernance nous ont éloignés. Il parle, et je le cite toujours, d'une certaine inconstance et d'une manière de gouverner à l'instinct. Anne Hidalgo a très vite réagi. Elle avait été tenue informée de toute façon de cette démission dans la matinée. Elle dit prendre acte de cette décision. Juste, d'abord, première question, est-ce que vous avez été surpris par ce départ? Est-ce que c'est un départ surprise, Pierre Dumazeau? Pas tellement, en réalité. Parce que ça se savait? On savait que les relations étaient tendues? On savait que c'était compliqué pour Anne Hidalgo. On savait que Bruno Julliard se détachait de plus en plus de son ancienne mentor. Il n'y a pas trop de mots. En tout cas, c'est un énorme coup dur pour Anne Hidalgo. C'est très, très difficile pour elle parce que c'est un départ emblématique. Bruno Julliard, c'est quand même le premier adjoint. C'est celui qui l'a toujours suivi, qui a toujours assumé les décisions, ancien porte-parole de sa campagne. Et ce départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Anne Hidalgo, eh bien, elle se heurte, elle aussi, aux réalités de ce qu'on vit à Paris, aux réalités parisiennes. Donc, elle a fait de l'idéologie et maintenant, elle enchaîne quand même les mauvais pas. Alors, en tête me reviennent la saleté à Paris, le fiasco des Vélib, le fiasco budgétaire avec les panneaux JC Decaux, etc., etc. Mais tout ça accumulé, c'est plus tenable. Et cette démission-là, pour Anne Hidalgo, moi je le crois, signe pour elle en tout cas, moi je dirais la fin de ses ambitions pour les prochaines municipales, mais en tout cas un sérieux cran d'arrêt, un coup d'arrêt pour ses ambitions. Ça va être très très compliqué pour elle. Elle dit prendre acte parce que c'est la façon correcte de prendre ça, mais c'est pas qu'une affaire personnelle. Bruno Julliard, il s'est rendu compte que sur un plan politique pur, ça n'allait pas et ça commençait à déraper. Et le sondage du JDD qui met Benjamin Griveaux quasiment au même niveau qu'Anne Hidalgo, là, on se dit que quelque chose ne va pas. Oui. Caroline Michel-Aguet. Les mots sont terribles, vraiment. Moi, je suis d'accord. Les mots qu'utilise Bruno Julliard, et on voit que ça a été réfléchi, que ça n'est pas un coup de sang. Il parle de repli, de déni, je les ai listés, d'approximation, d'erreur, de manque de sérieux, de précipitation. C'est un réquisitoire qu'il mène contre son ancienne patronne. Et s'il ne signe pas sa mort politique, l'intention est quand même là. Il dit sur une double page dans Le Monde, elle n'est pas... Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas capable de... Mais d'autres le disent, c'est une découverte? Non, on voit bien que c'est un immense gâchis. C'est-à-dire que sur les objectifs, les Français sont probablement en majorité, étaient en tout cas derrière Anne Hidalgo. Mais dans la gestion au quotidien, enfin, je pense que même c'est la preuve. Même ses militants, même ceux qui sont d'accord avec elle, même ses partisans ont du mal. Il y a eu quand même une accumulation de couacs, mais c'est hors norme, quoi. Je veux dire que ce soit l'histoire d'Autolib, de Vélib, c'est vraiment un gâchis terrible sur des objectifs. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit je crois toujours au projet, mais on ne le met pas correctement en place. Qu'est-ce que ça veut dire pour les municipales selon vous? Pierre Dumazeau nous dit c'est un énorme coup dur. A priori, c'est fini pour elle. En tout cas, c'est un énorme coup dur pour la gauche parce que ils avaient encore les socialistes une tête de pont, maire de la plus grande ville de France, et elle vient de se prendre une énorme claque. Donc, ça va être très difficile de revenir derrière. Et pour ce qui est des municipales, on a toujours le questionnement de l'ancrage local de La République En Marche. En plus, ce sera des élections... Enfin, c'est toujours que les élections de mi-mandat, c'est très compliqué. Donc, je ne vais certainement pas me risquer à un pronostic.
mais ça va être très difficile. Et Bruno Julliard, on a une idée du candidat qu'il pourrait rejoindre si toutefois il rejoignait quelqu'un? Ça pourrait être Benjamin Griveaux ou pas du tout? Je pense que c'est enfin, moi, j'en ai pas la moindre idée, c'est un peu tôt. Après, Bruno Julliard, il a un profil politique, à mon sens, compatible avec La République En Marche, mais aussi avec Gaspard Ganzer, s'il se lance. Je veux dire, qui n'est crédité que de quelques points pour l'instant dans les sondages. 2020, les municipales. Bien sûr. Avant, il y aura les européennes. Il faut voir aussi comment tout ça va se jouer. Donc, Bruno Julliard, il a quand même un profil politique intéressant et compatible avec plusieurs candidats. Et donc, pour l'instant, à mon avis, c'est un peu trop tôt. Peut-être que lui-même ne le sait pas non plus, mais oui, tout est... Compatible avec En Marche, Bruno Julliard? C'est une évidence. Encore dans Le Monde cet après-midi, la seule personne qui s'exprime, c'est Philippe Grandjean, comme celui qui savait tout, et il est très proche d'Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas sûre qu'il ait décidé. Bruno Julliard lui-même dit qu'il n'a pas décidé, mais c'est certain qu'il a un profil. Sans doute, il faudrait plus d'engagement sur l'écologie, enfin quelque chose de... Une main tendue vers lui, vous voulez dire? Oui, parce que ce qu'il dit aussi politiquement, c'est qu'elle s'est coupée de cette gauche plurielle qui portait le projet avec les communistes, les écologistes, et on ne peut pas dire qu'En Marche soit très gauche plurielle. Donc ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Sur l'écologie notamment, ce n'est pas totalement évident, l'engagement d'En Marche, mais je crois qu'il ne faut pas l'exclure du tout. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Évidemment qu'on y reviendra sur cette campagne pour les municipales qui finalement peut-être est en train de commencer. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est le grand débat dont va plus loin. #OVPL pour réagir sur Twitter. Vous pouvez réagir en direct. On va revenir sur cette annonce de Jean-Michel Blanquer qui fait grand bruit. 1800 postes en moins l'année prochaine dans l'éducation nationale, mais un budget qui augmente. Une logique un petit peu difficile à comprendre pour tout le monde et surtout pour les syndicats enseignants. Avant d'en parler, le point avec Sandra Cerquera. 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale. Ces efforts seront demandés aux collèges et aux lycées. Dès la rentrée prochaine, les professeurs seront moins nombreux, mais le ministre de l'Éducation relativise. Au total, vous voyez un vrai choix politique, c'est-à-dire, encore une fois, plus 800 millions d'euros. C'est considérable, c'est évidemment la plus grosse somme en valeur absolue d'augmentation dans le budget de l'État. Mais ce n'est pas augmenter pour augmenter, c'est augmenter en faisant des choix politiques. Je rappelle que nous avons 1 million de fonctionnaires un peu plus d'1 million de fonctionnaires à l'éducation nationale pour 12 millions d'élèves. Jean-Michel Blanquer promet en contrepartie d'améliorer le pouvoir d'achat des professeurs grâce au recours aux heures supplémentaires exonérées de cotisations salariales. Pour ce représentant de parents d'élèves, c'est une fausse bonne idée. Il y a aussi une meilleure organisation à avoir des effectifs. On a encore d'énormes problèmes de remplacement dans le secondaire, que ce soit au collège ou au lycée. On manque de brigades de remplacement et ça, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement doit travailler. Des professeurs moins nombreux qui devront donc travailler plus. Le chef d'établissement pourra imposer 2 heures supplémentaires chaque semaine s'il en a besoin. Une décision déconnectée de la réalité selon les syndicats enseignants. 40 000 élèves supplémentaires sont attendus dans le second degré en 2019. Seule bonne nouvelle pour les enseignants, ils seront mieux payés à en croire le ministre de l'Éducation avant la fin du quinquennat. Jusqu'à 1 000 € de plus la première année pour un professeur débutant. Et avec nous pour aller plus loin ce soir dans le grand débat d'OVPL, Sophie Vénétité, bonsoir. Co-secrétaire générale SNES-FSU Académie de Versailles. Pour ceux qui l'ignoreraient, SNES-FSU, c'est le syndicat national des enseignants de second degré. Louise Touret, journaliste et productrice de l'émission Être et Savoir sur France Culture. Et vous écrivez également pour Slate.fr. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maxime Legrand, président du think tank Révolution Éducative. Merci d'être ici. Et Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions économiques. Merci à tous les quatre. Moins de profs, mais des profs mieux payés grâce à des heures supplémentaires. Que pensez-vous de cette logique? Qu'est-ce que vous craignez, Sophie Vénétité, qu'on comprenne bien? Alors on craint beaucoup de choses, C'est une annonce, cette annonce des suppressions de postes qui suscite beaucoup de colère, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans un contexte bien particulier, notamment un contexte démographique. On a été cette année une rentrée avec plus d'élèves dans les classes, près de 20 000 cette année, et on en attend encore plus dans les années qui viennent. 32 000 élèves supplémentaires à la rentrée suivante. Ça veut dire beaucoup plus d'élèves dans les classes. La situation est aujourd'hui très dégradée. On a par exemple un quart des classes de lycée qui ont plus de 35 élèves, près de la moitié des classes de terminale qui ont
plus de 30 élèves, de très nombreux élèves de collège qui font toute leur scolarité dans des classes à plus de 30 élèves. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mobilisation à cette rentrée sur la question des effectifs. Et là, on nous annonce une suppression des postes dans l'éducation nationale. Sauf que ce qui va se passer, c'est que les effectifs vont continuer donc d'augmenter jusqu'en 2023. Tout simplement parce qu'on a eu un petit baby-boom à partir des années 2006, à peu près 800 000 naissances qui arrivent maintenant au collège. Sauf que vous avez entendu, j'imagine, Jean-Michel Blanquer qui nous dit non, ça ne veut pas dire, moins de profs ne veut pas dire plus d'élèves par classe parce que c'est une réforme globale et notamment on va supprimer les filières S, ES et L qui vont du coup répartir les effectifs. C'est un argument qui tient la route ou pas? C'est un argument qui ne tient absolument pas la route. J'ai effectivement entendu ce matin où il parlait des classes de L à 15 élèves et des classes de S à 35 élèves. C'est très caricatural. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de classes de L qui sont à 30 et 35 élèves par classe. La réforme du lycée organise ni plus ni moins qu'une baisse de l'offre de formation et on l'a vu à travers le projet de note de service du ministère qui est sorti la semaine dernière. Il s'agit de mettre en réseau les établissements. Donc là où vous aviez sur un bassin 3 lycées qui proposaient les mêmes options, l'objectif c'est de dire qu'un lycée va proposer quelques options et les élèves se déplaceront autour. Donc ça veut dire moins d'offres de formation pour les élèves. Voilà où elles sont les économies de Jean-Michel Blanquer. Louise Touré, vous êtes d'accord avec tout cela ? Alors moi, je ne suis pas prof et syndicaliste, mais ce qui me surprend dans cette annonce, qui est aussi très symbolique, parce que 1800 postes par rapport aux 800 000 enseignants, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire on dit qu'on peut baisser le nombre d'enseignants en France. Donc c'est le message envoyé, je trouve. Et il faut souligner qu'au collège, non seulement les classes sont chargées, mais on manque d'enseignants. Des classes font la rentrée avec pas de prof de maths, pas de prof de français, d'anglais, des professeurs qu'on cherche. On sait qu'on a passé des annonces sur Pôle emploi pour trouver des enseignants à mettre devant les élèves, des enseignants contractuels qui parfois, il y a un petit souci de formation. On sait déjà qu'il y a déjà un souci de formation pour tous les enseignants qui mettent du temps à démarrer leur carrière. C'est très compliqué de démarrer sa carrière. Donc non seulement ils ne seront pas assez nombreux, ces enseignants qui ne le sont déjà pas assez. En plus, on va leur demander de faire des heures supplémentaires pour pallier les manques qui ne manquent pas d'arriver. Mais ça, après tout, par exemple, je pense à des professeurs qui voudraient arrondir leur fin de mois, qu'on leur propose des petites heures supplémentaires. Oui, mais qui voudraient, déjà, on ne va pas leur proposer, on va, normalement, leur imposer, obligatoire. Donc, en fait, on passe à un système à l'allemande. En Allemagne, c'est vrai, les professeurs gagnent mieux leur vie, mais ils doivent pouvoir se remplacer dans les établissements. Alors, ils gagnent beaucoup mieux leur vie que les professeurs c'est français. 35% de plus. On n'est pas sur les mêmes échelles. Est-ce qu'on a envie de ce changement culturel? En fait, on n'en a pas discuté avant. Maxime Legrand. C'est l'heure de vérité. On parle de Jean-Michel Blanquer depuis 1 an et demi, depuis des années, comme le ministre de l'innovation pédagogique. De toute évidence, c'est le ministre de l'innovation budgétaire. Il est rattrapé par Bercy, comme sur tous les sujets en matière de santé, en matière de culture. Sur tous les sujets, Bercy décide, les ministres parlent, racontent ce qu'ils veulent et ensuite Bercy les rattrape. Donc c'est l'heure de vérité parce que c'est une équation. Si on pose ce sujet au bac l'année prochaine, comment on fait avec moins d'enseignants, moins d'heures pour avoir un budget plus important? On peut avoir comme réponse pas très sérieuse que c'est en augmentant les rémunérations. On sait que ça ne sera pas le cas, qu'on l'annoncera ensuite. Donc voilà, tout ça n'est pas sérieux, puisque par ailleurs, tout ce qui avait été annoncé en matière de formation des enseignants n'a pas réellement avancé, qu'on va chercher sur le bon coin, en effet, des enseignants. Donc on voit que c'est totalement en inadéquation par rapport à la réalité du terrain. Raphaël Legendre, c'est l'heure de vérité pour Jean-Michel Blanquer. Il se dévoile ou tout simplement il obéit à Bercy parce que lui aussi doit faire des économies? Il ne faut pas oublier les contraintes budgétaires. Ce n'est pas Bercy qui décide de tout parce que malheureusement le déficit va augmenter l'année prochaine. On sera en France parce que les seuls à être près des 3% de déficit en Europe. Donc il y a peut-être un petit sujet à aborder. Que l'éducation nationale participe à l'effort collectif dans une administration où on compte 880 000 professeurs. Pourquoi pas? Moi, je voudrais relativiser un petit peu les chiffres. On a, grosso modo, 400 000 enseignants dans le secondaire. Sur ces 400 000 enseignants, on va enlever, non pas 1800, mais 1400 postes, car il y aura 400 postes au niveau de l'administration également. Le vrai sujet en creux autour de l'éducation nationale, et je pense qu'on l'a un petit peu abordé déjà, c'est celui de l'organisation. Une organisation qui est défaillante au niveau des ressources humaines depuis très longtemps. On peut très certainement faire mieux avec des moyens
équivalent. Justement, le budget on va va y même venir. augmenter de 850 millions d'euros. Parce qu'effectivement, en matière de ressources humaines, le ministre a une approche un peu différente de ses prédécesseurs. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce passage dans cette interview du Figaro qu'il a donnée. La France gagnerait beaucoup en ayant un débat public qui arrête de se focaliser sur les créations de postes. On ne peut pas fonder une politique sur les créations de postes. Il n'y a jamais eu de corrélation entre création de postes d'enseignants et augmentation du niveau des élèves. Sophie Vénétité, qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai ou pas? C'est complètement faux. Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré qu'il y avait une corrélation entre la diminution des effectifs dans les classes et les résultats des élèves. Je pense par exemple à l'enquête de Thomas Piketty il y a quelques années de ça, qui a montré qu'il y avait une corrélation évidente. En plus des enquêtes scientifiques, il faut aussi écouter ce que disent les personnels sur le terrain. Moi j'entends ce que vous nous dites au niveau de l'organisation nationale, etc. Mais écoutons les personnels sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent on a 35 élèves par classe ou plus en lycée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule place dans la salle de classe. Ça veut dire que c'est impossible ou très difficile d'individualiser. Est-ce que c'est comme ça qu'on va relever le défi de la démocratisation et de la formation de nos jeunes? Non. Donc pour nous, au SNES-FSU, on défend l'idée de la diminution des effectifs dans les classes parce que tout montre, aussi bien au niveau scientifique que de la réalité du terrain, que c'est ça qui nous permet de mieux faire réussir nos élèves. Louise Touré et ensuite Maxime Legrand. Quel message on envoie sur l'école de la confiance avec les enseignants quand on dit ils peuvent toujours travailler plus? On supprime des postes dans l'administration comme si ça servait à rien, les postes dans l'administration, mais en fait, non. Les postes dans l'administration, ils servent énormément pour l'organisation des établissements, les relations avec les parents. En gros, l'école, on fait comme si c'était tout un tas de variables qu'on pouvait ajuster comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Déjà, la situation sur le terrain, elle est tendue dans plein d'endroits de l'éducation prioritaire. Il faut vraiment y aller et Jean-Michel Blanquer le sait de toute façon parfaitement. Mais vous avez entendu aussi qu'il veut un rééquilibrage vers le primaire. Ça, c'est aussi un argument qui peut s'entendre, Maxime Legrand. Puisqu'on n'a pas assez d'argent, on veut quand même en injecter un petit peu plus sur le primaire parce qu'on sait que la petite enfance, c'est important. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de démonstration de ça. Je voudrais revenir quand même sur un point, c'est que Nicolas Hulot a démissionné par rapport au problème de transition écologique qui n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, la France, comme d'autres pays, a besoin d'une transition éducative, pour ne pas dire une révolution éducative, pour ne pas reprendre le nom de notre think tank, mais en tout cas une transition éducative. Et aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer est dans cette situation où il annonce des réductions de postes, où il indique que la priorité est sur le primaire, mais on a donc des dédoublements de classes, mais en ayant moins d'enseignants, donc ça va quand même pas être évident, même si c'est pris en charge par les collectivités locales, sauf que la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales augmente pas autant. Le courage de Jean-Michel Blanquer, ça serait de s'attaquer en effet à l'organisation globale du système éducatif. Parce que rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris, il y a vraiment beaucoup de monde. Dans les rectorats, il y a vraiment beaucoup de monde. Et le système, l'organisation n'a pas été modifiée depuis le 19e siècle. C'est ça le courage. C'est les gens qui sont à son contact rue de Grenelle qui soient capables de leur dire vous allez aller dans les écoles. Il y a quand même moins d'académies. Là, on a fondu un certain nombre d'académies. Il y en avait 21, il y en a 13. Mais bon, est-ce que les gens sur le terrain, est-ce que c'est si facile de changer l'organisation? Il faut faire évoluer les métiers. L'idée, c'est pas simplement de supprimer des postes, c'est comment on fait évoluer les métiers. C'est le seul secteur de notre économie dans lequel les métiers d'organisation et de management n'ont pas évolué. Voilà. Raphaël Legendre. Il y a un problème à la formation dès le départ, il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de formation tout au long de la vie. Tout ça, c'est des chantiers qui doivent être ouverts, qui sont connus. La Cour des comptes a remis un rapport en 2013 sur la manière de gérer les enseignants. Ils ont refait un opus en 2017 en disant que pendant 5 ans, rien ne s'était passé. On peut rajouter toujours plus d'argent. On a mis 3,5 milliards sur la table entre 2012 et 2016. On a créé 54 000 postes d'enseignement entre 2012 et 2016. Notre classement à l'étude PISA de l'OCDE, qui est bien connue, l'étude TIMSS, qui étudie le niveau scolaire au bout de la 4e année de scolarisation obligatoire. Qu'est-ce qu'elle démontre, ces études? Qu'on est moyen moins. On dépense à peu près autant que nos voisins européens, mais au niveau des savoirs, on est un peu en dessous de la moyenne. On est derrière l'Allemagne, on est derrière la Belgique. Donc le problème, c'est peut-être une organisation de l'enseignement, effectivement. C'est de l'accompagnement des professeurs, c'est de la réorganisation territoriale pour mettre les professeurs là où il y en a le plus besoin, dans les zones les plus difficiles, où effectivement, c'est une évidence, une classe à 35 ou une classe à 20, on ne fait pas le même boulot, on n'arrive pas au même résultat à la fin. Mais il y a peut-être des zones où on peut avoir des classes à 35 et où ça fonctionne très bien, et d'autres où il faut mettre le paquet. C'est ce qui est fait sur le primaire pour l'instant. Il
faut quand même savoir que la France avait cet équilibre étrange. Elle investit 14% de moins dans le primaire que nos voisins de l'OCDE. Et c'est ça qu'il veut rattraper. Par contre, on met 35% de plus dans le secondaire. Donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire, parce que si on part dès le début avec une inégalité des chances, eh bien, on n'arrivera pas à récupérer après, même en mettant 35% de plus sur la table que nos voisins européens. Et c'est ce grand Big Bang qui doit être mené. Est-ce qu'ils le feront? Ça, c'est une autre. C'est a priori ce qu'il est en train de commencer. C'est ce qu'il dit. Cette annonce de suppression de postes s'inscrit évidemment dans le cadre d'économies budgétaires qui touchent quasiment toute la fonction publique. Pour Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement cherche de l'argent un peu partout. Le président de Debout la France est au micro de nos confrères de France Info. Écoutez. On voit bien que le gouvernement est aux abois et que maintenant il va taper dans le budget du ministère de l'Éducation nationale. Il est aux abois, ce gouvernement, et il cherche de l'argent partout. Est-ce que c'est un argument qui peut, j'allais dire vous intéresser, mais est-ce que vous en tenez compte du fait qu'il faille chercher de l'argent partout, et y compris au ministère de l'Éducation nationale? Alors avant de répondre à cette question, il faut voir d'où vient ce manque d'argent. Il vient de choix politiques, de choix budgétaires qui ont été faits, qui ont asséché une partie des recettes budgétaires. Et aujourd'hui, du fait de cet assèchement, le gouvernement cherche à faire des économies un peu partout. Nous, au SNCF-FSU, on estime qu'on n'a pas à sacrifier la jeunesse de ce pays sur l'autel budgétaire. Donc alors, on les fait où les économies, pardon, mais alors vous préférez qu'on les fasse où les économies si ce n'est pas dans l'éducation nationale, puisqu'il faut les faire? Alors moi je suis pas ministre de l'économie, je suis professeur de sciences économiques et sociales, mais quand on regarde l'état de la fonction publique a souffert de très nombreuses suppressions de postes, notamment dans le cadre de la présidence de Nicolas Sarkozy, dont elle ne s'est pas encore forcément aujourd'hui remise. Aujourd'hui la fonction publique, il n'y a pas que la question éducation nationale, la fonction publique aussi va très mal du fait de ces suppressions de postes. Et aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer et le ministre de l'Action publique vont en rajouter une couche, donc désorganiser encore plus nos services. Vous parlez de réorganisation, mais regardons toutes les réformes qui ont été menées ces dernières années. Réforme Châtel du lycée, réforme du collège par Najat Vallaud-Belkacem, aujourd'hui réforme du lycée. Tout ça, si ce n'est pas des changements d'organisation, je ne sais pas ce que c'est. Sauf que ces changements-là, ils ont conduit souvent, quasi systématiquement, à ce que Jean-Michel Blanquer appelle pudiquement une rationalisation des moyens, c'est-à-dire des économies sur le dos des personnels et des élèves. Il faut quand même juste deux choses. L'assèchement des recettes, il faut rappeler qu'en France, on est le pays le plus taxé au monde. Avec 47% de taux de prélèvement obligatoire, on est le pays qui taxe le plus au monde son économie. On a plus de 1 000 milliards d'impôts, avec des services publics qui ne fonctionnent pas. L'école ne fonctionne pas, vous êtes certainement la mieux placée pour l'expliquer. L'hôpital ne fonctionne pas, et la machine étatique dans son ensemble fonctionne moyennement. Il y a une question d'efficacité. Absolument pas. Ils sont victimes de ça. Ils font ce qu'ils peuvent dans un contexte absolument d'urgence. Et ce sont des héros du quotidien qui font ce qu'ils peuvent dans un écosystème qui ce que vous tenez, c'est un discours politique, c'est une pensée politique. C'est pas vrai. C'est un fait. Vous ne pouvez pas dire que l'école en France, elle est gratuite grâce aux impôts des gens. Attendez, on va se laisser. Louise Touret, peut-être vous répond. Et l'efficacité de la dépense publique est un sujet qui est posé sur la table depuis de nombreuses années. Et on peut ne pas le voir. Vous répond, et ensuite Maxime Legrand. C'est un discours qui a une histoire politique de dire il n'y a pas d'alternative. Ça fait aussi 40 ans qu'on dit ça. Vous avez tout à fait le droit de le penser. On a le droit de penser le contraire. La dépense publique pour l'éducation, ça peut être tout à fait considéré comme un investissement. On ne peut pas dire aux gens, on peut aussi dire à l'audiovisuel public demain, vous coûtez trop cher, on ferme. On peut tout fermer. Mais ce sont des décisions politiques. Mais il n'est pas question de fermer une école, il est question de la rendre plus efficace. Est-ce que supprimer des postes rendra l'école plus efficace? On peut faire plus efficace avec moins de postes. C'est une évidence avec une réorganisation de l'ensemble du système. Sur le fait de baisser des postes pour rendre l'école plus efficace, ensuite on risque de se retrouver avec des écoles encore moins efficaces dans des zones déjà très tendues, et à la fin on dira ah bah vous voyez ça marche pas l'école publique. Si l'augmentation de la dépense publique, juste une chose, si l'augmentation de la dépense publique était gage de croissance et d'efficacité, on devrait être en top en France. Je tiens à dire que s'il y a plus le plus haut taux de dépense publique également. C'est aussi parce qu'il y avait plus d'élèves. Allez, Maxime Legrand, tout le monde qui veut intervenir et qui attend depuis tout à l'heure. Je suis d'accord avec Élise Touret sur le fait que réduire le nombre d'enseignants améliore pas l'éducation, et je vous mets au défi de trouver des études sur ce sujet-là. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, Mme Touret, quand vous dites que ce n'est pas politique. Quand on décide de supprimer l'impôt sur la fortune, ça veut dire que la priorité, ce n'est pas l'éducation. La priorité, ce n'est pas la culture. C'était que c'était politique. Justement. Voilà. Donc c'est tout à fait politique. Il y a eu un choix qui a été fait en début de mandature. Emmanuel Macron a fait la même erreur que François Hollande par rapport à la question des impôts. Il a supprimé l'impôt sur la fortune qui représente des sommes importantes. Autant vous dire que les suppressions de postes dont on est en train de parler dans l'éducation nationale, c'est pas grand-chose, et qu'avec 1/10
de la suppression de l'impôt sur la fortune, on aurait pu faire une grande agence d'évaluation et d'amélioration des écoles, comme il y a dans tous les pays, dont le Royaume-Uni. On parle d'une mesure économique pour relancer l'investissement et le capital. Qui n'a pas été relancé. Contre 850 millions d'augmentation du budget de l'éducation nationale. L'année prochaine, l'éducation nationale n'est pas supprimée. Elle n'est pas économique, cette décision, puisqu'on augmente le budget. Donc, moi, je pense qu'elle est plus politique. Il y a plus un message sur les enseignants et puis qu'il faut faire des économies que d'économies réelles. Puisque travailler plus, quoi, en gros. Exactement. Puisque dans le même temps, on augmente le budget de 800 millions. C'est-à-dire qu'on a la chance, peut-être simplement réformer un mammouth. Mais non, mais on réforme. Vous faites une transition parfaite. L'éducation nationale qui a souvent, longtemps été l'objet de comparaisons assez péjoratives. Certaines sont même devenues célèbres. Dans les années 70, le ministre Olivier Guichard parlait du ministère comme d'un, je le cite, dinosaure massif et pâteau. Et évidemment, tout le monde se souvient de la une du Monde du 24 juin 97, titrée ainsi « Claude Allègre veut dégraisser le mammouth ». Claude Allègre qui n'a évidemment pas été très tendre avec les profs à l'époque. Écoutez. Beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et il faut mettre fin à ça. Les gens dans la fonction publique, ils ont un mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Sophie Vénétité, je vois sourire. C'est vrai que ce sont des images qui font sourire, mais elles révèlent aussi quelque chose. Est-ce que finalement, les profs n'étaient pas moins bien traités encore avant qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comparer les propos de Claude Allègre à ce que fait Jean-Michel Blanquer aujourd'hui? C'est un sourire, un peu un sourire de colère, parce que dans les annonces de Claude Allègre, on voit beaucoup de caricatures. Il faut y opposer la réalité du terrain. Aujourd'hui, le temps de travail d'un enseignant du second degré, qu'est-ce que c'est? C'est 42h53. Ça, c'est une note de l'ADEP, donc la division des études du ministère, qui a montré que le temps de travail d'un enseignant, c'est 42h50. Donc entre la présence dans l'établissement, les réunions avec les parents d'élèves, les réunions dans l'établissement. Donc aujourd'hui, quand Jean-Michel Blanquer dit on va supprimer des postes et puis on va faire travailler plus les enseignants, encore une fois, c'est un leurre total. Aujourd'hui, les enseignants travaillent déjà beaucoup plus que la moyenne, pour un salaire qui est dérisoire. Et ce n'est pas les annonces de Jean-Michel Blanquer sur le travailler plus qui vont arranger quelque chose, puisque ça aussi, c'est un leurre. On ne va pas travailler plus. Vous voulez dire qu'on est dans le cliché, qu'on véhicule le cliché sur lequel les profs ne font rien? Le plus total. Aujourd'hui, les personnels sont extrêmement investis dans des conditions très difficiles. Je vous parlais tout à l'heure des effectifs. Malgré tout ce qu'ils peuvent entendre sur leur métier, leur quotidien, les personnels font face, les personnels sont avec les élèves, en dépit de toutes ces caricatures. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on a une profession qui travaille, qui s'investit et qui n'est pas reconnue à la hauteur en termes de salaire. Donc ce que je comprends, c'est qu'en gros, Jean-Michel Blanquer ne prononce pas les mots de Claude Allègre, mais en gros, il fait la même chose et il pense la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça véhicule une image du métier enseignant qui est un peu bizarre, surtout quand on parle d'école de la confiance. Bon, il y a quand même un problème aujourd'hui de crise du recrutement dans le monde enseignant. Il n'y a pas assez de candidats au concours et ces candidats n'ont pas un niveau suffisant, enfin visiblement vu le nombre de ces candidats qui accèdent au concours. Donc, il faudrait quand même se poser la question de l'image et même dans le discours syndical. Qu'est-ce qu'on véhicule sur le métier d'enseignant? Comment on fait pour que plus de gens veuillent quand même devenir profs? On les augmente, on augmente les salaires, on augmente les rémunérations. Il y a la question du salaire, évidemment. Il y a la question du début de carrière. Enfin, bon, les syndicats savent mieux que moi, qui sont trop difficiles dans des zones tendues où il y a justement des problèmes de remplacement. Il y a la question de la formation et il y a la question de la considération. C'est dur d'être enseignant. C'est quand même un métier qui a du sens. Ça doit être aussi accompagné par une parole politique qui soutient ceux qui sont face aux élèves tous les jours, ce qui peut être très bien, d'être face aux élèves, c'est aussi un métier où on peut prendre du plaisir, je pense. Et je voudrais quand même rappeler quelques chiffres avant de vous donner la parole, Maxime Legrand. Le budget du ministère de l'Éducation nationale reste le premier budget de la nation. Je le dis aussi pour les téléspectateurs qui l'ignoreraient, avec 50,6 milliards d'euros. Dans ce fameux rapport de la Cour des comptes de 2013, on apprend que le ministère de l'Éducation nationale représente une masse salariale, regardez, de 49,9 milliards d'euros, soit 17% du budget général de l'État, 2,5% du PIB, du produit intérieur brut. Comment expliquer ce paradoxe entre des dépenses si importantes et des résultats jugés moyens à la lueur des niveaux des élèves et peut-être du mal-être de certains professeurs? Comment expliquer ça? Déjà, sur les chiffres, quand vous avez beaucoup de salariés, vous avez une masse salariale importante, il y a assez peu de domaines quand même dans lesquels vous avez des tout petits enfants, des grands enfants et des très très grands. Et donc, vous avez un personnel qui est important.
Là où il y a un vrai sujet, c'est sur la question de l'évaluation. Il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui, je pense notamment au Royaume-Uni où il y a l'agence Obsfeld, qui est une agence publique, qui tous les ans fait une évaluation de chaque école, maternelle, primaire, collège, lycée, enfin ce qui correspond à ça. Et qui permet pas simplement de dire ça va ou ça va pas, de donner aussi quelques conseils aux établissements. Je pense que si on avait pris les postes qui étaient supprimés là pour créer cette agence, pour aider les établissements, les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas réellement accompagnés dans leur transformation. Comme l'a indiqué Madame tout à l'heure, il y a eu plein de plans de réformes, de transformation, mais qui n'ont jamais réellement abouti, parce que ça n'intéressait pas vraiment les ministres non plus, tous les aspects techniques de ces transformations. Mais on n'a pas de contrôle de cette qualité et de l'évaluation. Ça doit être ça, la préoccupation. C'est-à-dire qu'une masse salariale, dans l'absolu, une proportion de budget, c'est pas si important et intéressant tant que c'est pas comparé à la réalité, à l'efficacité qui est en face et qui nécessite d'avoir des outils d'évaluation. Et il y en a plein en Europe, école par école. Voilà. Raphaël Legendre, un organe de contrôle. Ben voilà une idée nouvelle et intelligente et disruptive qu'on pourrait mettre en place, exactement. C'est 50 milliards le budget de l'éducation nationale, c'est 70 milliards si on rajoute les retraites et c'est 100 milliards si on met l'enseignement supérieur. On a de l'argent, on met de l'argent et c'est tant mieux dans notre éducation en France. Mais effectivement, je me répète, mais c'est un problème d'architecture globale qui fait que l'efficacité de la dépense publique n'est peut-être pas au rendez-vous des sommes qui sont mises sur la table, des sommes qu'il faut mettre. L'éducation de nos enfants, c'est l'avenir du pays, mais avoir un petit peu de contrôle, avoir beaucoup de suivi aussi, peut-être arrêter de mettre en place des réformes tous les 3 ans parce que les enseignants se fatiguent et s'usent et que ce qu'il faut aussi c'est un petit peu de stabilité à un moment. En ce moment. Mais on voit qu'il y a de nombreux chantiers à mener encore et peut-être apporter des idées nouvelles pour améliorer la situation. Sophie Vénétité, on avait le sentiment jusqu'ici, et peut-être à tort, que Jean-Michel Blanquer avait plutôt les faveurs du corps enseignant, que pour une fois, les professeurs étaient plutôt d'accord, étaient dans la marche, dans le sillage de leur ministre de l'Éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, il se les est mis à dos? Est-ce que, du coup, les syndicats envisagent des mouvements de grève? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui à la lueur de ces déclarations? Alors, ce qui est certain, c'est que ce matin, dans les salles des profs, les annonces de Jean-Michel Blanquer ont beaucoup fait parler. Parce que quand on touche à la question des conditions de travail, le collègue qui ce matin était dans la salle des profs et qui après allait retrouver sa classe avec 30 à 35 élèves, il s'est dit mais combien j'en aurai l'année prochaine ? Combien j'en aurai si un certain nombre de postes sont supprimés? Donc oui, là, ça fait réagir les collègues. Et surtout, nous, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, toute la cohérence de la politique éducative de Jean-Michel Blanquer apparaît. Parce que derrière la réforme du lycée, il y a aussi une logique budgétaire. Il y a une logique idéologique sur l'organisation des enseignements, mais il y a une logique budgétaire. Donc tout ça est en train d'apparaître aux collègues. Et pourrait, en tout cas, nous, on va travailler en ce sens, en informant les collègues des conséquences que ça va avoir sur leur quotidien, effectivement, déboucher sur une prise de conscience et des actions de la part des enseignants. Avec déjà une idée de grève qui circule ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Nous, ce qui nous importe, c'est de construire la mobilisation avec la profession. Et c'est pour ça que dès maintenant, on va les informer des conséquences prévisibles de ces annonces de Jean-Michel Blanquer. Louise Touret, c'est peut-être un virage pour Jean-Michel Blanquer, qui jusqu'ici était plutôt bien perçu, non, par le corps enseignant? Bien perçu. En tout cas, ça ne faisait pas trop de vagues. C'est vrai qu'on ressortait d'une période avec la réforme du collège où il y avait eu beaucoup de contestations, une mobilisation en tout cas qu'on voyait presque constante sur la dernière année de Najat Vallaud-Belkacem. Là, oui, parce que rendre la maternelle obligatoire, tous les élèves, ils vont déjà pratiquement en France. Non, mais le dédoublement des classes de CPCE avait été une mesure, si j'ai bien compris, plébiscitée par tous. Plutôt bien accueillie. Elle ne concernait pas tellement de monde non plus. Au départ, c'était les REP+. C'est pas beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup de communication aussi, mais tous les ministres en font. Mais c'est pas non plus aussi massif. Bon, là, ça commence à être un peu plus général. Je voudrais revenir sur la question des dépenses publiques, parce qu'en France, on a un service public de l'éducation. Donc nos dépenses, comparativement, elles sont plus importantes. Ça commence à 3 ans pour pratiquement tous les élèves. On va jusqu'à 16 ans. Et quand c'est pas public, c'est privé sous contrat. Donc c'est public aussi, pratiquement. C'est pour ça que l'éducation, elle paraît coûter très cher. C'est notre système. C'est un système choisi par la République depuis longtemps. On ne peut pas comparer avec les autres pays. Si, mais elle coûte pas plus cher. On met à peu près le même montant
que les autres pays, mais dans le classement, on a de moins bons résultats. Les familles payent aussi des écoles privées. Enfin, et on ne va pas relancer le débat puisque c'est la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'OVPL. Fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour retrouver les articles de notre rédaction web ainsi que les vidéos en replay. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.